De Mufasa à Esmeralda, en passant par Megara, Dory ou encore Flash McQueen, Disney nous offre des histoires magnifiques et des personnages tous plus inspirants les uns que les autres. Voici aujourd'hui 38 personnages hyper inspirants de Disney selon moi, avec les raisons de pourquoi selon moi ils sont hyper inspirants et qu'on doit tous les prendre comme exemple, et on a de tout, des humains, des non-humains, des animaux, des non-animaux, vous allez voir. En tout cas mes chers fans de Disney, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de cet univers merveilleux. On va commencer avec du lourd direct, Mufasa dans Le Roi Lion. Enfin, c'est vraiment genre le père qu'on devrait tous être. Enfin, moi je serais pas père du coup si j'ai un enfant un jour, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. C'est vraiment genre le parent qu'il faut qu'on soit tous. Il enseigne des super leçons de vie à Simba. Il passe le film à lui apprendre sa place dans le cycle de la vie. Il lui explique qu'un roi ne doit pas faire ce qu'il veut, mais ce qu'il doit. Il lui explique tout, il est toujours là pour lui, il joue avec lui, il s'en occupe, il est là pour le défendre quand ça va pas. Il met sa vie en danger pour lui, et malheureusement il en meurt, mais il est là pour Simba genre tout le temps et pour tout son royaume. Même quand il est mort après avec son fantôme, il est là pour Simba. C'est vraiment genre le parent qu'il faut qu'on soit tous. Ni un humain, ni un animal, mais je vous ai dit qu'il y aurait de tout. Flash McQueen dans Cars. Ouais, pour moi c'est un exemple à suivre, ouais, parce que au début du film, donc là on parle du Cars le premier, on parle pas des deux autres. C'est clairement une tête à claque, quoi. Enfin, c'est vraiment genre le mec qui se la pète de ouf parce que c'est une star, machin et tout. Et au moins il apprend pendant le film une belle leçon de vie. C'est pas parce que t'es une star que t'es là-haut et en fait t'es personne. Et il apprend vraiment de belles leçons de vie à Radiator Springs, et je trouve que c'est un bon exemple en fait, dans le sens où tu peux avoir des défauts, mais grâce à quelqu'un ou à quelque chose, tu peux changer ça, tu peux devenir une meilleure personne. Et je trouve que du coup c'est un bon exemple parce que ça prouve que on peut changer et on peut devenir une meilleure personne. Marin dans Nemo, encore une fois, le parent qu'on doit tous être. Déjà, sa femme se fait manger. Tous ses enfants se font manger, à part Nemo. Donc il prend son courage à deux mains pour l'élever seul. Alors du coup, il est trop protecteur avec Nemo, mais bon, après ça peut se comprendre, il a perdu sa femme, il a perdu tous ses autres enfants. Je peux l'entendre du coup qu'il soit trop protecteur, mais il a aucune mauvaise intention. Quand son fils se fait kidnapper par un dentiste et qu'il va à l'autre bout de l'océan, il traverse tout l'océan, il est prêt à donner sa vie pour protéger son fils, pour le retrouver. On continue avec le monde de Nemo, puisque Dory, pour moi, c'est un bon exemple. Alors, ok, c'est une tête en l'air. Elle est maladroite, mais elle est drôle, elle a plein de bonnes intentions. Malgré tous les problèmes de mémoire qu'elle a, elle a assez émotive aussi, bref, malgré tous les problèmes qu'elle a, elle arrive à retrouver ses parents. En fait, elle arrive à passer au-dessus. Et elle nous prouve, je trouve, Dory, que c'est pas parce que t'as un problème qui te gâche la vie que t'es obligé de laisser ta vie être gâchée par ce problème. Ok, elle a des troubles de la mémoire immédiate, c'est vrai, mais elle s'est battue contre pour retrouver ses parents. Et je trouve que c'est un bon exemple aussi parce que, ok, t'as ce problème-là, qui te gâche la vie, et tu peux passer au-dessus. Ce qui n'est pas chose facile, hein. Pas chose facile. Je suis hypersensible et TDAH, et dysorthographique, dyslexique, c'est pas tous les jours évident. Mais je fais en sorte que ça me gâche pas la vie. Et Dory, là-dessus, c'est l'exemple à suivre. C'est vraiment, j'ai un problème qui fait que ça me gâche la vie, mais je me laisse pas abattre. Et évidemment, Belle dans La Belle et la Bête. Évidemment, genre elle juge pas sur l'apparence, elle juge que en fait l'âme et le cœur des gens, tu vois. Genre Gaston, il vient pour lui demander, pour la demander en mariage et tout. Elle veut pas lui parce que même s'il est beau gosse, bon après, Gaston il est pas ouf, on va pas se mentir. Mais il est censé être beau gosse. Elle est en mode non parce que t'es une merde en fait, donc y a pas de mariage, il y aura pas de mariage. Et elle tombe quand même amoureuse d'une bête. Bon après, c'est peut-être un peu exagéré, parce que je veux bien ne pas juger sur les apparences, mais je n'irai pas jusqu'à tomber amoureuse d'une bête de 2,50 m, voire 3 mètres de haut. Enfin, il y a un truc qui va pas, tu vois. On continue avec les têtes, les intelligentes et qui ne jugent pas sur l'apparence, avec Jane dans Tarzan. Elle arrive pour observer des gorilles. Déjà, je pense que ça se passe en 1909-1910, Tarzan. Je pense pas qu'à l'époque, même si c'est pas il y a 10 000 ans non plus, les femmes voyageaient et faisaient des trucs scientifiques et tout ça. En tout cas, pas autant qu'aujourd'hui. Et elle est là pour les gorilles, elle rencontre Tarzan et elle lui montre tout. Elle ne juge pas son apparence, le fait qu'il soit élevé par des gorilles ne la dérange pas. Au contraire, elle arrive même à tomber amoureuse de lui. Elle est super intelligente, elle ne se laisse pas faire face aux méchants du film et tout. Et évidemment, comment on peut faire une liste pareille sans mettre Mulan? Parce que Mulan, elle veut pas être une épouse parfaite. Elle veut pas de ce cliché. Elle prend la place de son père pour aller à la guerre, tellement elle aime son père et tellement qu'elle se sent prête à y aller pour lui. Elle est la meilleure sur le champ de bataille, elle défonce ses ennemis mais avec intelligence.
Elle sauve la Chine à la fin, à tel point que l'empereur il est en mode ok, enfin waouh, tout le monde se met à genoux devant elle. Vraiment, Mulan, elle mérite le respect. Elle a sauvé tout son pays, elle a battu les ennemis de tout un pays, limite à elle toute seule. On continue avec Mulan puisqu'on va parler de son amoureux du coup, Shang, donc le chef de l'entraînement, tout ça. Je trouve que c'est un bon exemple à suivre parce que lui, bah, il n'a pas une vie facile, hein. Son père c'est le général, il prend sa place et il lui dit même adieu père au tout début du film. Donc tu te dis bon, il sait d'avance ce qui va se passer et malgré tout bah, il garde la tête haute, il le fait et il garde toujours le sourire, enfin le sourire non pas le sourire, mais il garde toujours la tête haute en fait et il va tout affronter, il se bat. Quand il voit que Mulan est une femme, là où ils sont tous du genre c'est une traître, il faut l'exécuter hein, clairement, lui il dit non. Elle m'a sauvé la vie, je lui sauve la vie. Une vie pour une vie, c'est bon. Geppetto dans Pinocchio, encore un parent qu'on devrait tous être. Il veut tellement avoir un enfant que son pantin prend vie. Bon, après, c'est la fée bleue qui a aidé, mais bref. À tel point que son pantin prend vie. Il veut l'emmener à l'école comme un enfant normal. Il lui donne tout l'amour du monde. Quand son fils disparaît, il remue ciel et terre pour le retrouver, au point qu'il finit dans le ventre d'une baleine géante. Et quand il retrouve son fils, il est tellement ému. Enfin, je sais pas. Ce personnage, je le trouve inspirant pour sa douceur, pour sa bienveillance, pour le fait d'être un bon père alors que c'est une marionnette en bois. Mais c'est un bon père. Ralph, dans Les Mondes de Ralph, c'est encore une fois un personnage qui prouve qu'on peut changer et qui prouve qu'il ne faut pas coller une étiquette parce que ça fait 30 ans qu'il est le méchant dans son jeu, puisque c'est lui qui détruit les meubles, Félix qui le répare, donc Félix c'est le héros. Mais en fait, ça ne fait pas de lui un méchant dans la vraie vie. Et sans le méchant qui détruit les meubles, Félix, il sert à rien. Du coup, il n'y a pas de destruction, donc il n'y a pas de réparation. Et du coup, il veut prouver que c'est débile de penser comme ça, que c'est pas parce que c'est le méchant de son jeu, que c'est véritablement un méchant, et qu'il mérite mieux que ça. Et il prouve ça, en fait. Il prouve que non, c'est pas un méchant, et qu'on peut changer ça, qu'on peut changer l'étiquette qu'on nous colle, qu'on n'a pas à nous coller une étiquette, justement. Et il prouve qu'on peut devenir, encore une fois, une meilleure personne. Hiro, dans Les Nouveaux Héros, c'est un gamin de genre 14 ans, mais il a perdu ses parents, il a perdu son frère, donc il est seul avec sa tante, avec un robot docteur. Il n'y a rien qui va dans sa vie, vraiment rien. Malgré tout, il tient le coup parce que, après il y a un méchant dans le film et tout ça, voilà quoi. Mais il tient le coup, il veut affronter le méchant. Alors ok, il a un pétage de plomb. Quand il comprend que son frère est mort à cause de Callaghan, il a un pétage de plomb. Mais on peut le comprendre, c'est normal, c'est un lot émotionnel, c'est une réaction qu'on aurait peut-être tous eu. On peut pas lui en vouloir pour sa crise émotionnelle à un moment qu'il fait, c'est normal, genre logique. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que déjà c'est une tête, il fait tout seul pour se remettre de la mort de son frère. C'est un héros quoi. C'est un petit héros de la ville. Karl, dans Là-haut, il fait tout pour réaliser le rêve de sa femme qui est d'aller poser leur maison sur les chutes du paradis. Mais à chaque fois, il y a un problème qui fait que les économies qu'ils ont mis de côté, il faut les utiliser. Mais il tient le coup, il lâche pas prise. Quand sa femme ne peut pas avoir d'enfant, il la soutient. Quand elle est malade, il la soutient et il reste. C'est genre un mari en or. Et quand sa femme décède et qu'on veut lui prendre sa maison, il se dit c'est le moment ou jamais de réaliser le rêve de ma femme, en hommage à elle. Si c'est pas juste magnifique, il fait tout pour réaliser le rêve de sa femme, même après sa mort. C'est le mari idéal. Évidemment, que serait cette liste sans Vaiana? Ça n'aurait pas de sens, parce que Vaiana, son rêve, c'est de parcourir l'océan, alors qu'elle n'a aucune expérience en navigation, que c'est limite impossible parce qu'on l'en empêche, et malgré tout, elle y croit, son rêve, elle garde la tête haute. Et je trouve ça juste génial, parce que malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui met, non, c'est son rêve, donc elle va le réaliser à un moment ou à un autre. Elle finit par le réaliser, elle traverse l'océan sans aucune expérience. Elle tient tête à Maui qui est censé être genre un demi-dieu, donc t'es pas censé pas avoir peur de lui en fait. Dans le royaume des monstres, elle garde la tête haute. Pourtant c'est une gamine, elle a genre 16 ans, tu vois. Mais elle fait tout pour réaliser son rêve, elle le fait bien. Woody dans Toy Story, oui j'ai bien dit Woody, parce que y a plein de gens qui trouvent que ce personnage est énervant, mais moi je l'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que, un peu comme genre Flash McQueen, il montre qu'on peut évoluer, qu'on peut changer. Et je trouve que Woody a une évolution très intéressante au cours des 4 films et qu'à chaque fois, il est là
pour les enfants, il est là pour les jouer, il est là pour protéger tout le monde. Même si dans le premier, il a fait de la merde avec Buzz, au moins il change, il se rend compte de tout ça, il change, il s'ouvre l'esprit, il fait tout pour aider tout le monde. Alors il n'a pas toujours la bonne solution, il fait pas toujours les bonnes choses, mais au moins il est là pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est un bon exemple. On peut s'améliorer avec le temps, on peut avoir une bonne évolution, on est là pour les gens. Même si t'as pas toujours à 100% le bon truc, bah au moins, t'es là pour aider les gens. Et ça, c'est déjà pas mal. Continuons avec Toy Story, puisqu'il y a Jessie. Alors après, vous allez me dire, dans Toy Story, tous les personnages sont des amis super fidèles. On pourrait prendre exemple juste sur leur groupe d'amis. On pourrait vraiment prendre exemple sur ce groupe de potes, quoi. Mais Jessie, elle a un côté très... elle est très maligne, elle est rebelle, mais comme il faut. Elle est là vraiment pour tout le monde. Elle prend la place de Woody qui faisait le chef, elle le fait extrêmement bien. Elle est toujours là pour tout le monde. Elle trouve des solutions aux problèmes. Et en fait, je sais pas, Jessie, je trouve que c'est un bon exemple parce que elle a une bonne évolution aussi. Elle est hyper intéressante. Et c'est l'exemple à prendre parce que elle a aussi un passé un peu mauvais par rapport au fait d'avoir été abandonnée par son enfant, j'allais dire son maître, mais non, son enfant. Quand Emily l'a abandonnée, elle a quand même malgré tout accepté d'être de nouveau le jouet d'un enfant avec Angie, puis plus tard avec Bonnie. Donc je sais pas, je trouve que c'est un bon exemple. Il y a un côté t'apprends tes erreurs, tu restes pas bloqué sur ton passé aussi. Et puis elle est toujours là pour aider tout le monde, de tenir tête aux gens quand ça va pas. Elle tient tête à Buzz dans le 3 quand il est en mode... quand il a vrillé quoi, à cause de l'autre saut. Elle lui tient tête, là où les autres font tout petits. Voilà. Bon exemple. Colette dans Ratatouille, elle arrive quand même à se faire une place dans un monde d'hommes, c'est elle-même qui le dit. Elle garde la tête haute, elle se bat pour être traitée à égalité avec les hommes. Et je trouve que du coup c'est un bon exemple à suivre pour ça. Elle est là, elle se laisse pas faire, elle sait se défendre. En fait, elle sait très bien s'occuper d'elle-même toute seule, elle a besoin de personne. Elle est là, elle fait sa vie et il faut juste pas l'emmerder, il faut juste pas la faire chier. Et elle a besoin vraiment de personne, en fait, c'est les gens qui ont besoin d'elle. Elle est en mode... je suis dans mon coin, je me fais ma place, et laissez-moi tranquille. Parfait. Cendrillon, oui, Cendrillon, parce que malgré sa vie de merde, elle continue de rêver à une vie meilleure. Cendrillon, c'est vraiment l'espoir d'une vie meilleure. Et même si elle est clairement maltraitée et exploitée par sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, eh ben, elle leur tient quand même un peu tête à des moments dans le film. Elle fait tout pour pouvoir aller au bal. Enfin, elle fait tout pour pouvoir être libre malgré ces conditions qui sont vraiment pas ouf. Elle garde le sourire quand même malgré tout. Et à la fin, elle leur montre que voilà, le karma, t'as voulu être horrible avec moi, c'est moi qui épouse le prince. Tu fais quoi maintenant? En fait, je trouve que c'est un exemple pour le côté malgré tout ce qui va pas, elle garde la tête haute, elle garde le sourire. Miguel dans Coco, il est dans une famille qui déteste la musique alors que lui, il veut être musicien, à tel point qu'il se retrouve dans le monde des morts. Il fait tout pour pas écouter sa famille et trouver son arrière-arrière-grand-père afin de pouvoir rentrer chez lui en ayant l'autorisation de pouvoir jouer de la musique. Mais ce qui fait de lui un bon exemple, je trouve, c'est que, ok, il tient tête à sa famille, mais en fait, c'est pas tenir tête pour tenir tête, c'est juste que ma famille veut que ma destinée, ça soit ça. Bah non, parce que j'ai décidé autre chose. Et que ça leur plaise ou non, ma destinée ne sera pas celle qu'ils ont choisie. Fabriquer des chaussures, je m'en fous. La Reine Clarion dans La Fée Clochette. Alors les films de La Fée Clochette, si vous les avez pas vus, c'est une honte parce qu'ils sont juste incroyables, je les adore. Et dedans, il y a la Reine Clarion qui est pour moi un bon exemple parce que malgré les difficultés des fois avec les fées, notamment dans le premier à cause de Clochette, elle garde la tête haute, elle s'accroche, elle fait tout pour être la reine la plus gentille qui soit. Elle a toujours de l'espoir et dans le 4, on comprend qu'elle a sacrifié l'amour de sa vie. Alors elle n'a pas sacrifié son mec, genre elle n'a pas fait en sorte que son mec meure, mais elle a accepté de se séparer de celui qu'elle aime pour le bien de l'équilibre naturel. Moi, franchement, je l'aurais pas fait. J'aurais dit, moi, je suis amoureuse de lui, c'est l'homme de ma vie. Ok, il y a la nature en jeu, c'est pas rien. Il y a toute la vallée des fées, je suis la reine, donc j'ai une grosse responsabilité sur mes épaules, mais j'aurais trouvé une autre solution. J'aurais pas pris la facilité qui est que, ok, mais au pire, on se voit plus jamais, c'est pas grave, parce que du coup, elle a souffert pendant des années avant de le retrouver. C'est dans le 4, faut que vous allez regarder le 4 si vous l'avez pas vu, enfin, regardez-les tous, mais... je trouve que c'est un bon exemple pour ça en fait. Elle est tellement courageuse et en fait au final c'est un personnage qui souffre et toute seule parce qu'elle en parle à personne. Elle garde le sourire et la tête haute, elle est bienveillante en tant que reine. Mérida, un peu comme Miguel, c'est pas parce qu'on m'a destiné ça
que je vais accepter mon destin. Elle, rebelle, hein, clairement, elle se rebelle tout le temps et elle a grave raison. À tel point qu'elle va jusqu'à tirer à l'arc pour obtenir sa propre main pendant le tournoi. Et au point où elle transforme sa mère en ours, mais c'était pas fait exprès. Et au moins, on apprend des belles leçons de vie pendant ce film. Au moins, la mère, elle apprend quelque chose. Et Mérida, elle apprend un peu plus, peut-être, l'importance de la famille. Je sais pas, c'est pas qu'elle est pas attachée à sa famille, mais sa famille la saoule. Et là, elle apprend un peu plus à aimer et à comprendre sa famille, notamment sa mère. Et surtout, elle veut vivre son propre destin, son propre chemin. C'est pas parce que tu m'as dit je vais devoir faire ça que je vais l'accepter en fait. Et je trouve que c'est un bon exemple à suivre là-dessus parce que c'est en mode, c'est pas parce que je suis une princesse, que je suis une femme, que je suis ci, que je suis ça, que je dois faire ça en fait. Si j'en veux pas, vous allez vous faire foutre, vous le mettez là où je pense, votre truc, et je fais ma vie. Judy dans Zootopie, clairement pas destinée à être policière, mais clairement pas. Elle y arrive quand même, parce qu'elle a un bon cerveau. Elle va vivre toute seule dans une ville qu'elle connaît pas. Et elle se retrouve à être au parking, en fait, enfin au stationnement. Donc elle est clairement pas, elle est dans la police, mais elle fait pas un boulot très trépidant. Et on lui donne 48 heures pour retrouver 14 mammifères disparus. Toute seule, alors qu'elle a aucun accès aux archives, aucun accès aux ordinateurs, elle a accès à rien. Et elle mise toute sa carrière dessus. Et malgré tout, elle s'accroche. Le fait que ce soit une proie, qu'elle soit de petite taille, qu'elle soit... Bref, elle coche toutes les cases qu'il faut pas cocher pour être policière. Et pourtant, elle prouve que c'est pas parce que je suis destinée à être comme ça que je vais être comme ça en fait. Il y a une expression sud-coréenne qui dit « un dragon est né dans l'eau ». En gros, ça veut dire le dragon il est né dans l'eau, malgré tout il crache du feu. Et en fait c'est une expression pour dire, en fait je crois que c'est ça l'expression parce que mot pour mot, si tu traduis ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est pas parce que tu grandis dans un environnement qui n'est pas favorable à ce que tu veux être, que tu ne peux pas le devenir. Donc un dragon qui vit dans l'eau et qui crache du feu malgré tout, ça va pas ensemble. Malgré tout, il arrive à cracher du feu. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est pas parce que je suis destinée à être une planteuse de carottes que je vais l'être en fait. Je suis pas destinée à être policière, je vais tout faire pour l'être. C'est ça l'exemple. Et il est là l'exemple. C'est pas parce que je suis née dans un environnement pas du tout propice au fait de réaliser mon rêve de policière que je vais pas y arriver. Et ça donne envie de réaliser ses rêves, ça donne espoir en fait. Jasmine dans Aladdin, c'est un peu pareil en fait. Destinée à devoir être mariée, elle est enfermée dans le palais, elle en peut plus, clairement elle est au bout de sa vie, elle rejette tous les prétendants, elle dit à son père « je ne suis pas contre le mariage, je suis contre le fait qu'on m'oblige à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Si un jour je me marie, c'est avec celui que j'aime. » Et en fait elle a raison, totalement raison, et son père est nul, hein, c'est clairement pas du tout un bon père. Et en fait elle se rebelle en fait, elle est constamment en train de dire ce qu'elle pense. Elle s'échappe du château. En fait, elle fait tout pour avoir une vie meilleure. Elle y arrive au final à la fin. Et je trouve que c'est un bon exemple, encore une fois, comme pour Mérida, en fait, un dragon a grandi dans l'eau. Il y en a plein qui aiment pas Jasmine parce qu'ils disent « ouais, elle est tout le temps en colère, elle a un sale caractère », mais en même temps, elle est enfermée dans un palais. Elle a 15 ans et on l'oblige à se marier avec un mec dont elle s'en fout. C'est normal qu'elle soit en colère, Jasmine. En plus, elle est seule parce que son père, il s'occupe pas vraiment toujours d'elle. Elle a juste son tigre. Alors c'est bien, elle a un tigre. Mais un tigre ne peut pas remplacer un humain. Raya, dans Raya et le dernier dragon, oui, en fait, clairement, son père lui apprend l'importance de faire le premier pas pour instaurer une relation de confiance, même avec les payeurs avec qui ils sont en conflit. Et c'est ce qu'elle fait. Bon, après, elle se fait trahir au final. Et elle remue ciel et terre pour sauver son père, pour réunir tous les morceaux de la pierre. Elle est constamment en train de se battre contre tout le monde. Et c'est une bonne bagarreuse. Elle fait tout en fait pour clairement sauver tout le monde en fait. Et surtout en priorité, son père qui s'est sacrifié pour qu'elle puisse retrouver tous les morceaux de la pierre. Ça fait quand même quelques années que ça s'est passé. Donc elle désespère un peu, mais en fait, elle lâche pas. Ça la saoule un peu, cette histoire de pierre. Elle arrive toujours pas à retrouver les morceaux, mais elle ne lâche pas. Elle ne lâche rien. Elle continue, elle se bat. Elle pourrait sacrifier sa vie pour ça. Mirabel dans Encanto. Après, j'ai envie de dire que dans Encanto, tous les personnages sont admirables. Mais on va parler principalement de Mirabel, qui est le personnage principal, qui est la seule à pas avoir de dons. Et du coup, c'est clairement la rejetée de la famille. Enfin, en tout cas pour Abuela, parce que le reste la rejette pas. Mais c'est la rejetée de la famille pour Abuela, et malgré tout, elle désespère pas. Elle tient tête à tout ça. Elle fait tout pour sauver le miracle, alors qu'elle n'a même pas de pouvoir. Elle fait vraiment tout pour tout le monde, en fait. Alors qu'elle est jeune, hein, pareil, 15-16 ans, Mirabel. Après, les personnages Disney, en général, sont très très jeunes. Mais là, elle est vraiment dans un environnement où c'est clairement genre le petit mouton noir. Et elle tient tête à tout ça, elle garde la tête sur les épaules et elle fait tout pour que sa famille soit bien, alors que c'est l'une des plus jeunes de sa famille. Et malgré tout,
Voilà, elle est là, elle se bat. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que des fois, tu peux avoir du mal à trouver ta place dans ta propre famille, dans le monde dans lequel on vit. Et elle a du mal, mais elle arrive à la trouver. Un peu pour les mêmes raisons que tous les autres personnages. Asha, dans Asha et la bonne étoile, elle est clairement dans un milieu pas du tout propice pour réaliser son vœu. Il y a tout le monde qui fait des vœux et Magnifico, il n'y en a rien à faire de tout ça. Et quand elle apprend ça, elle trouve ça tellement inadmissible qu'elle veut faire en sorte de sauver tout son peuple. Limite à elle toute seule. C'est risqué, mais elle désespère pas, elle garde la tête haute, elle a beaucoup de caractère. En fait, elle a un peu un syndrome de sauveuse, en fait. Elle veut aider tout le monde, elle veut sauver tout le monde, elle veut le bien de la terre entière. Sauf qu'elle toute seule, c'est compliqué. Mais malgré tout, non, elle ne lâche rien. Rien. Elle ne va jamais lâcher qui que ce soit, elle n'abandonne personne. Là, on va attaquer dans du plus dur, dans des personnages que je trouve vraiment ultra admirables. Déjà, Elsa, dans La Reine des Neiges, elle est enfermée dans sa chambre parce qu'elle a des pouvoirs. Clairement, elle se voit comme un monstre, mais je la comprends. T'imagines, t'es une gamine. T'as presque tué ta sœur par accident à cause de tes pouvoirs. On te dit, tes pouvoirs vont être de plus en plus puissants, nanana, faut pas que t'aies peur, nanana. On t'enferme du coup dans une chambre. Tu ne peux plus voir ta sœur, tu peux même plus sortir, tu peux plus voir personne. Le jour au lendemain. Bah, y a de quoi vriller. Et pourtant, elle ne vrille pas, elle garde la tête haute. Et quand il y a son couronnement, bon, là ça part en cacahuète, mais bon, après je peux comprendre en même temps. T'as vu tous les trucs, toi qui lui arrive dans sa vie, à elle, il n'y a rien qui va. Et donc, quand elle montre ses pouvoirs, elle prend la fuite. Mais Elsa n'est pas égoïste. J'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, Elsa elle est égoïste, elle s'enfuit quand elle révèle ses pouvoirs. Mais logique qu'elle s'enfuit. Déjà, elle a peur de faire du mal aux gens. Mais en plus, bah, les gens, ils l'auraient peut-être tuée, tu vois. Ils auraient peut-être voulu la tuer direct en voyant ça. Enfin, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Et elle voulait pas faire de mal à qui que ce soit. Quand Anna la retrouve dans son palais de glace et qu'elle lui dit « Tu as plongé Arendelle dans un hiver éternel », elle se sent tellement mal qu'elle crée une tempête à cause de ses émotions. En fait, Elsa, elle est pleine de bonnes intentions. Mais elle a tellement peur d'elle-même qu'elle fait n'importe quoi. Mais c'est de elle-même dont elle a peur. Et elle a peur de faire du mal aux gens. Et malgré tout, bah, elle fait ce qu'elle peut, elle est là, quoi. Anna, forcément, elle est très particulière, Anna, elle est très énergique. Alors ok, elle a voulu épouser Hans tout de suite, mais on va oublier Hans, on parle pas d'histoire d'amour ici, d'accord? Là, on est sur un personnage qui ne connaît pas sa sœur, clairement. Elle est seule dans sa chambre, ses parents sont morts, elle est déprimée, désespérée, Anna. Mais malgré tout, elle garde quand même la tête haute, elle garde quand même le sourire. Elle fait en sorte de ne pas laisser son désespoir l'atteindre. Bon, Elsa aussi. Et quand Elsa s'enfuit, eh ben, elle va remuer ciel et terre pour aller la retrouver. En plus, il fait froid alors que c'est censé se passer en été. Donc, il n'est pas censé faire un froid pareil. Malgré tout, elle affronte tout, même des loups, pour aller retrouver sa sœur. Et il est hors de question qu'on fasse du mal à sa sœur. On continue avec la Reine des Neiges puisque Olaf. Oui, j'ai bien dit Olaf. Pour moi, Olaf, c'est un exemple à suivre parce que c'est un personnage hyper bienveillant. Il a une âme pure, mais c'est surtout un ami extraordinaire. Il est là pour Elsa et Anna, peu importe ce qui se passe, tout le temps. Il est toujours là pour leur remonter le moral. Quand Anna est sur le point de mourir, il reste à côté d'elle alors qu'il y a du feu et que clairement, elle pourrait... lui, il commence à fondre, en fait. Il pourrait mourir, mais il est en mode non. C'est ça l'amour en fait, l'amour c'est se sacrifier pour quelqu'un. Il nous apprend une leçon de vie alors que c'est un bonhomme de neige. Il nous apprend que l'amour est plus important, que l'amour triomphe toujours. Il est toujours là pour ses amis. Dans La Reine des Neiges 2, pareil, il est toujours là pour tout le monde. Il est en mode l'amour triomphe toujours. Et Elsa, grâce à lui, elle dit mais oui, l'amour. Et dans le premier, quand Anna elle est en statue de glace et que Elsa pleure et que Anna redevient humaine, Olaf dit l'amour sincère, c'est ça qui sauve. Et là, Elsa dit, mais oui, bien sûr, l'amour. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle apprend à contrôler ses pouvoirs. Sans Olaf, il n'y aurait pas autant d'amour, il n'y aurait pas autant de joie de vivre, il n'y aurait pas une amitié aussi forte, il n'y aurait pas un lien aussi fort entre Anna et Elsa, parce que c'est clairement grâce à lui, limite, qu'elles redeviennent proches. Il leur fait comprendre que c'est le véritable amour qui va régler tous les problèmes. C'est une belle leçon de vie. Et du coup, Olaf, c'est vraiment genre le meilleur ami qu'il faut avoir dans sa vie. C'est un très bon exemple. Nani dans Lilo et Stitch, respectez-la parce qu'elle est sous-cotée de ouf. On parle quand même d'une jeune femme de genre 19-20 ans qui doit sacrifier toute sa jeunesse pour s'occuper de sa petite sœur de 6 ans parce que leurs parents sont décédés. Elle travaille d'arrache-pied, elle sacrifie toute sa jeunesse juste pour sa petite sœur. David, ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, clairement. Elle veut pas de lui, enfin elle le rejette parce que elle a pas le temps en fait, elle a sa petite sœur. Elle fait tout pour que ça se passe bien pour avoir la garde. Elle fait en sorte que tout se passe bien pour garder la garde de Lilo. Quand y a Stitch
clairement, c'est une créature, ça va pas, c'est pas un chien, c'est un truc chelou. Bah, pour faire plaisir à Lilo, elle le garde. Elle fait tout pour le bien de sa sœur, quitte limite à se sacrifier. Milo dans l'Atlantide, film très sous-coté, mais Milo, il veut à tout prix trouver l'Atlantide. Pour lui, ça existe, alors il passe clairement pour un débile, mais il lâche rien. Il trouve l'équipage qu'il lui faut. Il va jusqu'à l'Atlantide, il arrive à trouver. Une fois là-bas, il est hyper ouvert d'esprit. Il veut tout savoir sur l'Atlantide. Kida, qui est super aussi, elle lui montre tout. Il s'entraide et quand il apprend que son équipage est en fait là pour voler les richesses de l'Atlantide, il est direct pas d'accord avec ça. Il va se battre avec le peuple de l'Atlantide contre son propre équipage parce qu'il est pas d'accord, c'est pas dans ses valeurs. Et du coup, il est admirable parce que il a rien lâché pour ses rêves, même quand il passait pour un débile devant tout le monde, il a rien lâché. Il a gardé la tête haute et il a toujours fait tout pour y arriver. Et quand il se rend compte que en fait, il pourrait lui aussi profiter des richesses, il le fait pas. Et ça, tu vois, ça mérite le respect. Ah oui. La princesse et la grenouille, c'est sans aucun doute pour moi l'un des films avec le plus de leçons de vie. Clairement, c'est genre vraiment, pour moi, il y a énormément de leçons de vie. Donc là, déjà, on a Chana qui ne lâche rien pour réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant à tel point qu'elle travaille genre nuit et jour. Genre, elle ne peut pas dormir. Elle ne dort pas. Elle fait tout pour ouvrir son restaurant. Elle est hyper bienveillante, elle travaille tellement dur, elle fait tout pour réaliser ses rêves. Quand on lui dit finalement, non, ton restaurant, tu vas toujours pas pouvoir l'ouvrir, elle est vraiment désespérée. Après, quand elle est transformée en grenouille, c'est un personnage hyper bienveillant qui va se battre pour redevenir humaine. Et quand Facilier essaye un peu de la douiller en lui disant, tu pourrais faire ça, et en échange, ton restaurant, tu l'auras. Non, elle ne se laisse pas abattre parce que c'est pas dans ses valeurs. Elle pourrait se faire aider par sa meilleure amie Charlotte qui a beaucoup d'argent, mais non, elle va se battre elle-même toute seule parce qu'elle a besoin de personne pour réaliser ses rêves. Et à la fin, quand elle y arrive, c'est très beau. Charlotte, toujours dans La Princesse et la Grenouille, personnage très sous-coté, c'est une fille de riche. Donc, elle est clairement gâtée, mais elle n'est pas pourrie. À aucun moment dans le film, elle jette à Chana leurs différences sociales. Elle veut l'aider pour son restaurant, mais c'est Chana qui refuse, qui préfère le faire d'elle-même. Elle veut à tout prix rencontrer le prince charmant. Quand elle est à ça d'avoir Nevin, mais qu'elle se rend compte que Nevin et Chana sont amoureux l'un de l'autre, elle refuse son prince. Elle refuse son prince charmant pour le bien et le bonheur de sa meilleure amie. Et ça, tu vois, ça mérite le respect parce que c'est un personnage hyper bienveillant, qui a plein de belles valeurs, qui ne se moque pas des apparences, en fait, c'est un personnage qui, encore une fois, un dragon a grandi dans l'eau. C'est une fille de riche. Quand tu la regardes, elle est clairement superficielle. Quand tu la regardes, mais en fait, dans son âme, elle est clairement pas comme ça. Mais Chana n'a pas appris toutes ces belles valeurs sans personne. Ses parents et surtout son père, James, il travaille d'arrache-pied, il est crevé, il en peut plus. Mais il garde toujours le sourire pour ne pas inquiéter sa famille. Il s'intéresse beaucoup à sa fille, il s'en occupe très bien. Il adore faire à manger, il lui transmet cette passion à Chana. Megara dans Hercule, elle a perdu son mec. Elle vend son âme à Hadès pour que son mec puisse revenir à la vie. Et elle se fait trahir puisque son mec la quitte pour aller avec une fille de joie, on va dire ça comme ça. Du coup, elle est piégée avec Hadès. Sympa, en tout cas, comme vie. Et elle est obligée, du coup, de, on va dire, faire du mal à Hercule. Mais elle ne veut pas le faire parce que c'est pas dans ses valeurs. Elle veut pas faire du mal aux gens, en fait. Elle se donne un air un peu garce, mais elle n'est pas du tout comme ça. Et elle fait tout à la fin pour sauver Hercule, pour se racheter une conscience, pour se faire pardonner. Elle était en mode, les hommes, j'en veux plus, c'est bon. Dans sa chanson, elle dit clairement, j'avais compris la leçon. En fait, c'est bon, un mec, en fait, ça me sert à rien. Mais elle change d'avis parce qu'elle est tombée amoureuse, elle a trouvé l'homme de sa vie. Comment je peux parler de personnages inspirants sans parler de 3 personnages du Bossu de Notre-Dame? On va commencer avec Quasimodo. 20 ans enfermé dans la cathédrale, et pourtant, il est toujours souriant, il est bienveillant, il a un cœur pur. Alors qu'il est enfermé entre 14 000 murs. Frollo, qui est son père, entre très gros guillemets, l'a très très mal éduqué. Mais il l'a pas élevé, en fait, il s'en fout de lui. Malgré tout, il s'est construit tout seul une personnalité. En plus, il n'a pas vraiment de passé, puisqu'il n'est jamais sorti de la cathédrale. Il fait sonner les cloches, il parle avec les gargouilles, Frollo vient lui donner à manger. C'est ça, sa vie, depuis 20 ans. Il n'y a pas de passé, genre j'ai rencontré telle personne qui m'a appris ça, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait du mal, mais ça m'a appris telle leçon de vie. Il n'a pas tout ça. Mais pourtant, il s'est construit une super personnalité, il a vraiment un cœur pur et bienveillant. Quand il se rend compte que Esmeralda et Phébus sont amoureux l'un de l'autre et que du coup Esmeralda ne sera jamais avec lui, il ne la trahit pas, il l'aide quand même, il aide Phébus quand même, malgré le fait qu'il a le cœur brisé, il est là quand même pour eux.
Bah du coup Phébus, hein, dans Le Bossu de Notre-Dame, alors lui il travaille pour Claude Frollo, il est censé du coup obéir à ses ordres, mais non, quand il se rend compte que Frollo est vraiment genre la pire personne de cette terre, il lui obéit plus. Quand Frollo lui dit de mettre le feu à une maison, il refuse. Il dit, moi mon boulot c'est de faire régner la justice, pas de tuer des innocents. Frollo met le feu lui-même à la maison, et bah Phébus il se jette dans les flammes pour sauver la famille. Vraiment, il a de très 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 bonnes valeurs. Genre, il est censé obéir à un homme horrible, comme tous les autres le font, et lui non. Lui, il tient tête à tout ça. C'est un héros. Et bien évidemment, le meilleur personnage de ce dessin animé, Esmeralda. Comment je peux parler des personnages inspirants du Bossu de Notre-Dame et ne pas mentionner Esmeralda? Elle vient d'un autre pays, elle est donc clairement rejetée. Il n'y a rien qui va, elle n'a pas d'argent, rien qui va. Elle garde la tête haute, elle se bat contre Claude Frollo à plusieurs reprises dans le film. Elle est hyper forte, hyper intelligente, elle aide tout le temps les gens, elle ne juge jamais les apparences. Quand elle dit à Quasimodo pendant la fête des fous, il est super ton masque, et qu'elle se rend compte que c'était pas un masque, que c'est son vrai visage, elle vient après s'excuser. Elle lui dit écoute, je suis désolée et tout, je voulais pas te juger. Elle lui redonne espoir, elle lui redonne le sourire, elle s'échappe de la... Bref, elle est incroyable, Esmeralda. Elle est là pour aider absolument tout le monde sur cette terre. Elle est là pour faire régner la justice. Et le meilleur pour la fin, mon film préféré, Pocahontas. Ouais, c'est ça pour la fin, ouais. Pocahontas, personnage ultra libre. Le lien avec la nature qu'elle a, il est génial. Elle respecte tout le monde. Elle est ultra ouverte d'esprit. Elle veut pas non plus de la destinée se marier et tout avec Coco, mais elle est en mode, mais j'en ai rien à faire de lui, moi. Elle tient tête à tout ça, mais toujours avec bienveillance, intelligence. Elle est juste géniale. Elle tombe amoureuse de John Smith et elle fait arrêter une guerre. Parce que quand il y a Coco qui meurt, ils prennent John Smith, ils le capturent et tout ça. Elle va le voir et quand ils vont pour l'exécuter, elle arrête tout devant tout le monde. Elle empêche une guerre d'éclater parce que là tout le monde serait mort. Hein. Elle a tout fait à elle toute seule, vraiment. Tout le film il tient juste grâce à elle. Genre c'est le seul pilier du film. Parce que par exemple, dans Le Bossu de Notre-Dame, on a Quasimodo, Phébus, Esmeralda. Là, on a juste Pocahontas. C'est tout. Alors à elle toute seule, elle a tout fait. Elle est juste incroyable. C'est un exemple à suivre pour le côté libre, le côté je fais ce que je veux, mais je fais rien de mal. Je m'ouvre l'esprit. J'apprends les choses, j'apprends de mes erreurs, j'apprends à penser différemment, j'apprends des leçons de vie aux gens, j'apprends moi-même des leçons de vie, je stoppe une guerre. Elle est incroyable. Et on va parler du coup de son mec, du coup John Smith. Un peu pareil, lui, il est là dans le but de trouver de l'or. En fait, c'est clairement la colonisation. Mais en fait, il en veut pas de tout ça. Et quand il tombe amoureux de Pocahontas, il est en mode, c'est leur terre, on vient piller leur terre, c'est quand même normal qu'ils veulent se défendre. Logique. Et en fait, tout l'équipage, au début, ils sont ouais, mais non. Et en fait, ils se rendent compte que, bah oui, en fait, c'est nous qui sommes complètement juste débiles, en fait. Et pareil pour la tribu de Pocahontas, en fait. Ils sont tous en mode, on va se battre, on va tous se défoncer. Et quand Pocahontas leur fait un super beau discours, ils sont en mode, bah oui, en fait. Pocahontas fait preuve d'une énorme sagesse qu'on devrait tous savoir. Pocahontas, vraiment, c'est la meilleure, quoi. Elle et Esmeralda, j'aurais adoré un film un peu, genre un film comme un hors-série, en fait, ou même genre un court-métrage, Esmeralda, Pocahontas ensemble. Oh là là, mais elles nous retournent tout, hein, clairement, dans le bon sens, mais elles nous retournent tout. C'est des révolutionnaires, ces deux-là. Donc voilà ma liste de 38 personnages, je crois, et vraiment une quarantaine de personnages, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mais j'avais trop de choses à dire. Moi, quand je fais une vidéo sur Disney, à chaque fois, c'est long, hein, mais j'avais vraiment trop de trucs à dire. Vraiment, j'admire tous ces personnages. Après, il y en a que j'admire aussi, mais c'est moins le cas, tu vois. Donc là, je voulais vraiment parler de ceux qui m'inspirent le plus dans la vie, se battre pour réaliser ses rêves, l'amour triomphe toujours, la sagesse, la révolution. Voilà. Clairement, je m'inspire de ces personnages-là. Donc, dites-moi un peu votre avis sur les personnages que j'ai cités, ceux qui vous inspirent, pourquoi, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à mon compte Instagram et sur mon compte TikTok, en plus c'est le même pseudo. Et à bientôt pour de prochaines aventures.